8h31. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h43, l'heure de recevoir, comme chaque lundi, Luc Ferry, le philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale et notre esprit libre. Bonjour Luc. Bonjour mon ami. Je recevais à l'instant le président de la... Très sympathique d'ailleurs. La Bibliothèque nationale, oui, Gilles Pécou. Oui. J'avais une curiosité toute simple, c'était à quoi ressemble votre bibliothèque quand on a été ministre de l'Éducation nationale, quand on est philosophe, quand on est écrivain, papivore, tout ce qu'on veut. Oui. Est-ce que vous êtes un fétichiste des livres? Est-ce qu'ils sont bien rangés chez vous? Oui, ou est-ce que vous en moquez? Oui, non, j'en ai encore 4000 à la maison, donc ça 4000 livres. Oui, c'est quand même énorme. D'ailleurs, il faut que j'en vende un certain nombre, ou je les donne. Je vais pas les vendre, je vais les donner. Mais ce que j'ai gardé surtout, c'est les livres des grands auteurs. Voilà. J'ai gardé tous les livres, les classiques. Voilà. En allemand, en anglais, en français, en grec, en latin. Enfin, pardon, parce que je travaille sur ces vieilles choses. Et donc, c'est surtout ça que je garde. Le reste, je m'en débarrasse le plus possible, je les donne. C'est un classement raisonné. Oui, c'est par auteur. Tout est en vrac. Non, c'est par auteur ou par thème, oui. C'est par auteur d'abord. Tous les grands auteurs sont là. Et puis c'est par thème après, parce que quand je travaille sur par exemple, là, je publie un livre sur l'amour courtois, donc sur la révolution de la courtoisie, avec une question que je trouve absolument passionnante aujourd'hui. Est-ce que l'amour-passion peut résister à la vie conjugale? Ce qui est le grand thème de l'amour courtois, dès la fin du XIIe siècle. Et vous avez des romans de Chrétien de Troyes qui disent oui, l'amour-passion peut s'épanouir dans la vie conjugale, par exemple dans Le Chevalier au Lion, par exemple. Et puis vous avez évidemment tous les romans dans lesquels l'amour-passion ne peut être que adultère et hors mariage. Ce qui est le cas évidemment de Tristan et Iseult ou encore de Guenièvre et Lancelot, par exemple, qui trompent le roi Arthur à pied, à cheval et en voiture. Parce qu'on imagine souvent que c'est le 19e siècle qui invente l'amour ou le mariage d'amour, mais c'est une erreur. Non, c'est vrai, c'est le 19e siècle qui invente le mariage d'amour. Vous avez tout à fait raison. Simplement, il y a ce moment très particulier du 12e siècle où justement l'amour-passion va être la plupart du temps dans l'amour courtois hors mariage et adultère, les deux. Parce que le mariage n'est pas un mariage d'amour, justement. Mais en même temps, ils inventent aussi cette idée de mariage d'amour, comme dans Yvain et le Chevalier au Lion, ou comme dans Érec, par exemple, qui est un très très beau livre aussi. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je travaille là sur des livres anciens, mais qui sont tous republiés aujourd'hui. Courtois, pourquoi courtois? Pourquoi le vocabulaire a choisi ce mot-là? Parce que c'est dans la cour, dans les cours de province, et notamment dans les cours de Provence, plus exactement. C'est à la cour de Provence que... Et alors, ce qui est très intéressant dans cet amour courtois, c'est que toute la rhétorique de la chevalerie, ce qu'on appelait les chansons de geste. On la connaît tous, l'histoire de Roncevaux, de la chanson de Roland. Bon. Et donc, dans les chansons de geste, c'est absolument passionnant parce que tout le code de la chevalerie, c'est que le vassal ou le va-vassal, donc le chevalier, il est au service de Dieu. C'est le temps des croisades, c'est les premières croisades. Il est au service de Dieu et du roi. Il est le vassal. Et il est totalement loyal et fidèle à son roi et à Dieu. Et là, ce qui est fascinant dans la révolution de la courtoisie, ce qu'on a appelé la révolution de la courtoisie, c'est que la femme va remplacer Dieu et le roi. Et donc, toute la rhétorique de la chevalerie va rester, mais au service de la femme et de l'amour, du Dieu amour, comme on dit chez Chrétien de Troyes. Le Dieu amour va remplacer le Dieu des chrétiens et la femme va remplacer le roi. Mais ça veut dire qu'un chevalier servant d'une dame peut être chevalier servant d'une dame qui est mariée à son seigneur sans qu'il y ait d'ambiguïté. Regardez la première version de Tristan et Iseult, c'est Béroul, on est autour de 1175, on n'a jamais les dates exactes à cette époque, c'est compliqué. C'est écrit en vieux normand, c'est quasiment illisible. Pour nous, c'est illisible, c'est vraiment de l'ancien français. Bon, mais regardez, Tristan trompe le roi Marc, qui est son oncle, et qu'il adore pourtant, il l'aime beaucoup. Il le trompe avec la reine, avec Iseult, et donc parce que l'amour-passion est plus important que la loyauté au roi. Et c'est ça la révolution de la courtoisie. Du coup, évidemment, on est dans un siècle où le mariage d'amour n'existe pas, et donc il sera d'ailleurs condamné. Dans ces cas-là, on vous écartèle, on vous déchiquette. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les deux premières versions, c'est la Thomas d'Angleterre et puis la version de Béroul. Donc les deux premières versions qui sont à peu près contemporaines, probablement à 10 ans près. Eh bien, il y a toutes ces épreuves qu'on fait subir à la reine et à son amant pour savoir s'ils ont vraiment
vraiment trompé le roi ou pas, la fameuse épreuve du lépreux. Enfin bon, je vais pas vous raconter là les premières versions. Alors après, il y a beaucoup de C'est quoi l'épreuve du lépreux? Parce que c'est passionnant votre affaire. On avait prévu un tout autre programme et je suis en train de tirer les verres du nez à Luc Ferry. Vous avez en exclusivité le contenu de son prochain livre. Ah oui. Là, je vous ai eu là. La reine Iseux elle doit prêter serment qu'elle n'a jamais trompé le roi. Et alors elle demande à son amant, donc à Tristan, de se déguiser en lépreux et de se mettre devant un petit pont qui traverse un petit ruisseau. Elle dit tu vas te mettre là et comme ça je te demanderai de m'aider à traverser ce ruisseau et tu me prendras dans tes bras pour traverser ce ruisseau. Et donc elle prête serment en disant je n'ai jamais trompé le roi, je n'ai jamais trompé le roi Marc et personne ne m'a jamais prise dans les bras en dehors du roi et de ce lépreux. Et voilà, gros mensonge évidemment, donc évidemment elle est sauvée, mais il n'arrête pas de mentir, voilà. Alors il y a les barons félons, ça c'est très amusant. Il y a ceux que le roman de Béroul appelle les barons félons. Eux, ils savent que en vérité Tristan trompe son roi, alors qu'encore une fois c'est son oncle et qu'il l'aime beaucoup. Donc il trompe le roi. Donc les 3 barons félons savent. Et pourquoi on les appelle félons? Parce qu'ils sont traîtres à l'amour, alors qu'ils sont fidèles au roi. Vous vous rendez compte que le dieu amour est tellement important et la femme est tellement sacralisée et que au fond on va accuser ces barons d'être félons alors qu'ils sont fidèles au roi mais ils sont pas fidèles à l'amour. Et donc vous allez avoir toute une littérature qui va explorer cette idée d'amour-passion qui est pas simplement l'amour érotique. Il est érotique évidemment, mais il est plus qu'érotique. C'est un amour qui est... Comment vous expliquez la substitution de l'amour ou l'amour-passion à la figure de Jésus-Christ ou du Dieu des chrétiens dans une période où tout le monde croit? Bien sûr. Alors ce qui est très amusant, et j'ai un très long chapitre là-dessus dans mon livre, mais il est long, mais enfin moi ça me passionne absolument, donc je pense pas qu'il soit ennuyeux. Précisément, c'est la raison pour laquelle c'est autour de toute cette problématique de l'amour courtois qu'à exactement à la même époque, c'est à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe. Alors toutes ces encycliques sont passionnantes. La chrétienté, donc l'Église catholique, va faire pour la première fois du mariage un sacrement. Avant, jusqu'au début du XIIIe siècle, le mariage chrétien n'était pas un sacrement. Et d'ailleurs, chez les protestants, Luther résistera toujours, il veut pas que ce soit un sacrement. Avant, ça n'était qu'un contrat de droit privé. Et donc, ça autorisait toutes sortes d'adultères, ça autorisait les enfants adultérins, etc. Et donc les prêtres eux-mêmes avaient des enfants. Mais bien sûr. Et ce qui est très intéressant, c'est que le vocabulaire adultère, en latin, ça veut pas dire que vous trompez votre mari ou votre femme, ça veut dire que c'est faux, c'est fallacieux. Et donc, ce que l'Église va expliquer, c'est que l'amour-passion est absolument interdit dans le mariage. L'amour-passion est interdit dans le mariage parce qu'il est adultère. Ça veut pas dire qu'on trompe sa femme ou son mari, mais ça veut dire que on ne doit jamais se rapporter à sa femme comme à sa maîtresse. L'amour-passion est réservé à la maîtresse. Alors évidemment, c'est interdit par l'Église, mais il y a toujours cette idée que l'amour-passion ne peut être que hors mariage et si possible adultère. Et donc ça va rebondir cette problématique évidemment avec l'invention au XIXe siècle du mariage d'amour. Si vous demandez à vos amis, et moi je fais ça très souvent, alors est-ce que tu penses que l'amour-passion peut résister à la vie conjugale? 99% des hommes répondent non aujourd'hui. Voilà. Alors, mon livre s'appellera « Ne vous mariez jamais », mais avec un point d'interrogation, parce que évidemment, il y a aussi donc ce petit moment que je trouve absolument génial dans les romans de Chrétien de Troyes, où justement Chrétien de Troyes va quand même garder un espace pour l'amour-passion dans le mariage. Alors comment il réussit? C'est ça la problématique, à mon avis, qui est passionnante. Comment réussir à conserver l'amour-passion malgré l'érosion de la vie conjugale? Grande question qui va passionner vos futurs lecteurs. Mais on voit bien dans l'histoire de l'amour en Occident qu'il y a plusieurs phases, avec cette invention de l'amour pour l'amour ou du mariage d'amour au XIXe siècle, qui donne lieu donc à des romans, évidemment, où l'intérêt des parents n'est pas celui de la jeune fille ou du jeune homme. On sort d'un XXe siècle où le mariage d'amour est roi, évidemment, il est mis en scène, c'est la règle. Est-ce que en Occident, hein, en Occident. Est-ce que vous imaginez
imaginer, Luc Ferry, quel peut être l'avenir du mariage dans le siècle qui vient, puisqu'on voit, alors on voit des jeunes gens qui y reviennent et puis d'autres qui se détournent de l'amour et qui préfèrent l'amitié, par exemple. Quel est le chemin qui s'ouvre devant nous? Ce qui est très intéressant, c'est vraiment la grande question, c'est que l'invention du mariage d'amour au XIXe siècle va engendrer évidemment la légalisation du divorce. Parce que le mariage d'amour est la principale cause du divorce. C'est d'ailleurs déjà analysé chez Tocqueville, dans la démocratie en Amérique. C'est on appelle ça le paradoxe de Tocqueville. Et donc Tocqueville dit, mais c'est paradoxal. Les gens veulent se marier par amour, et c'est précisément parce qu'ils se marient par amour alors le divorce n'existe pas à l'époque, mais qu'ils se séparent en tout cas, et qu'ils se trompent. Parce que si vous fondez le mariage sur l'amour-passion, vous le fondez sur du sable ou sur quelque chose qui résiste mal. Et donc aujourd'hui, en gros, 6 mariages sur 10 se terminent assez rapidement par un divorce. Donc c'est le grand problème que vous posez. C'est-à-dire quel est l'avenir? Et encore, s'il n'y avait pas les enfants, c'est pas 6 mariages sur 10 qui se termineraient par un divorce au bout de 7 ou 8 ans, mais c'est 9 mariages sur 10. Simplement, on évite de divorcer très souvent à cause des enfants, parce que ça fait beaucoup de mal aux enfants. Et donc ça va engendrer cette histoire du mariage d'amour qui est passionnante. Ça va engendrer un amour des enfants, une sacralisation de l'enfant, au sens propre du terme. Sacré, ça veut dire qu'on est prêt, et je vous connais, je sais que comme moi, vous seriez prêt à donner votre vie pour votre fille. J'en ai 2, donc je donnerai 2 vies pour mes 2 filles. Pardon, c'est vrai que j'oublie toujours la deuxième parce que je la connais pas. Et moi, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est aussi une histoire du sacré à visage humain. C'est pour ça que c'est passionnant, cette affaire. On devait parler avec Luc Ferry des fractures françaises, d'un nouveau logiciel qui permet de faire de la vidéo en intelligence artificielle, mais avec Luc, le charme de la conversation à la française a déjoué nos pronostics, et c'est très bien comme ça. Luc, on parlait de mariage. J'ai dévoré pendant mes vacances une série où il n'est question que de mariage arrangé, de politique. C'est une série sur Cromwell, le conseiller d'Henri VIII. Il y a 12 épisodes à voir sur Arte, saison 1, saison 2. 12 épisodes, c'est rien du tout, c'est avalé comme ça, c'est formidable. Chaque plan ressemble à un tableau. Il faut évidemment voir ça dans la version originale en anglais sous-titré. C'est une merveille sur Arte, et la bande-son est exceptionnelle.